si cette atmosphère demeurait, une atmosphère d'hésitation de la part des Israéliens et une atmosphère de suspicion de la part des Palestiniens, je crains que, comme dans beaucoup de cas, les espoirs suscités n'aient une réaction très négative sur l'avenir. Pour celui qui feuillette un atlas ou un livre d'histoire, le Maroc apparaît d'emblée comme un vieux pays à la civilisation millénaire, enraciné en Afrique, à 2 pas de l'Europe, monarchie incarnée par le roi Hassan II depuis 1961. Celui qui voyage au Maroc reçoit le choc d'un pays d'une rare beauté et d'un peuple chaleureux. Celui qui s'intéresse aux données économiques mondiales constate que le Maroc réussit son redressement économique en dépit d'une 2e année de sécheresse, mais au prix d'un coût social important. Celui qui s'intéresse aux relations israélo-arabes, c'est les efforts déployés par le Maroc en faveur de la paix, sujet d'actualité s'il en est cette semaine. Pour celui qui se préoccupe de la défense des droits de l'homme, même si la connaissance des progrès accomplis ces dernières années, avec notamment l'inscription des droits de l'homme dans la Constitution marocaine et la création d'un comité consultatif des droits de l'homme, la lecture du dernier rapport d'Amnesty International appelle encore beaucoup de questions. De tout cela, nous allons parler, mais aussi de l'intégrisme musulman, des relations entre le Maroc et la communauté européenne, du conflit en Bosnie ou des mesures proposées par Charles Pasqua concernant les étrangers en France. Bonsoir Majesté, merci de recevoir cette sur 7 au Palais Royal à Rabat, au moment où le Maroc, disent tous les observateurs étrangers, est à un tournant politique. Nous sommes vendredi soir et nous enregistrons cette émission quelques heures à l'avance. Alors parlons, si vous voulez bien, d'abord de la monarchie, pour que les Français comprennent bien, qui fait ici l'objet d'un réel consensus et qui a ici une très forte légitimité. Dans un livre que vous avez publié chez Plomb il y a quelques semaines, qui s'appelle « Mémoire d'un roi », vous dites à Éric Laurent, qui vous interroge, « Ce que Dieu m'a donné, Dieu seul peut me l'enlever ». Alors comment est-ce que vous conciliez ce lien qui apparaît d'ordre divin avec la volonté d'être un monarque constitutionnel? Tout d'abord, bonjour madame. Je vous souhaite la bienvenue au Maroc et à travers cette émission, je souhaite la bienvenue au Maroc à tous ceux qui regarderont cette émission et j'espère qu'elle leur donnera satisfaction. Je crois qu'on a donné un sens qui n'est pas le vrai à la phrase que j'ai écrite ou que j'ai dite. Je parlais à ce moment-là comme individu. C'est-à-dire que lorsque Dieu donne à un individu quelque chose, personne ne peut le lui reprendre. Lorsque Dieu gratifie l'une de ses créatures de quelque chose, seul lui peut reprendre ce qu'il a donné. C'était le citoyen, c'était l'homme. C'est le citoyen, c'est l'homme, c'est le croyant, c'était pas le roi. Alors, depuis septembre dernier, il y a une nouvelle constitution, ou plutôt c'est la constitution de 1972 qui a été révisée. On a noté beaucoup de points communs avec la nôtre. Alors, il y a un article 24 qui explique que le Premier ministre, c'est lui qui propose les ministres. L'article 59, où le programme du Premier ministre est débattu à la Chambre et doit faire même l'objet d'un vote. L'article 40, je vois froncer les sourcils, j'espère que je ne me trompe pas. Non, l'article 40, commenté d'ailleurs largement par le doyen Vedel, qui montre un progrès majeur avec la possibilité de créer des commissions d'enquête parlementaires. Alors je voulais savoir si cette évolution vers un système politique moderne correspondait à l'évolution de la société marocaine ou si pour vous c'était indispensable pour vous rapprocher d'une Europe, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, avec laquelle vous souhaitez avoir des liens. Non. S'il y a eu une telle avance dans la constitution marocaine, c'est parce que j'ai légiféré en tout premier lieu pour les Marocains. J'ai considéré aussi que le développement économique et social devenait de nos jours un élément très important dans la vie des pays. Et c'est pour ça que je considère que les constitutions devraient presque s'appeler des constitutions de managers ou de management. J'en prends le terme d'efficacité parce que vous employez celui de management, c'est donc cette idée-là. C'est l'efficacité. Alors, il y a des élections législatives qui vont avoir lieu ici le 25 juin. Les partis d'opposition se sont mis d'accord sur un front commun, un programme commun. Imaginons qu'ils l'emportent. Est-ce que la Constitution voudrait que vous nommiez un Premier ministre? Est-ce que vous seriez d'opposition à ce moment-là? Est-ce que vous seriez dans une situation de cohabitation? Alors, puisque dans votre introduction, vous avez voulu, à travers ces premières questions, essayer de donner un éclairage à vos spectateurs qui ne sont pas marocains,
un éclairage sur la monarchie marocaine, sur la constitution marocaine, je tiens d'abord à faire une mise au point. Le mot opposition ne doit pas être pris ici comme ailleurs. Ici, l'opposition n'est pas à la personne du roi. L'opposition n'est pas pour avoir un autre roi, qui est dans l'alternance. Donc l'opposition, c'est l'opposition par rapport au gouvernement en place. Mais j'ai dit que la monarchie, d'ailleurs, était oui, aujourd'hui absolument contestée. Donc, le fait de voir comme une percée extraordinaire que je prenne comme Premier ministre un homme de ceux qui étaient dans l'opposition ne constituerait pas du tout une première extraordinaire. Elle ne serait que la logique si l'on voulait suivre implacablement la logique de la Constitution. Mais si bien qu'avoir un Premier ministre d'opposition ne vous poserait, considéré faisant partie des partis d'opposition aujourd'hui, ne vous poserait aucun problème. C'est donc envisageable? Plus qu'envisageable. Et je suis sûr que celui que je choisirai se considérera comme étant privilégié sur le plan de la confiance que je lui fais, et très certainement très heureux de travailler à mes côtés, car en plus de cela, j'entretiens des rapports personnels avec beaucoup de membres de tous ces partis d'opposition. D'opposition à l'ancienne majorité. On parlait du futur gouvernement tout à l'heure. Une femme ministre au Maroc, c'est pensable? C'est possible? C'est pensable, d'autant que, comme le dit l'adage juridique, enfin, tout ce qui n'est pas interdit formellement est autorisé. Vous en pensez quoi, vous-même? Je pense que rien n'empêcherait une femme d'être ministre. Vous le souhaiteriez? Mais je vais vous dire une chose. D'abord, les femmes sont très travailleuses. Certes. Oui. Parce qu'elles veulent montrer qu'elles sont capables d'être aussi bonnes que les hommes, si ce n'est meilleur. Mais il y a en elles un élément positif très important. Et je crois que je vais faire plaisir à toutes les femmes du monde, parce que c'est la réalité. Jusqu'à présent, je ne connais pas une femme aux affaires de l'État ayant été corrompue par de l'argent. Quand une femme trahit, c'est une trahison de cœur. Elle se donne à quelqu'un, elle vole des papiers, elle communique des secrets, mais c'est vraiment exceptionnel. Il faut qu'elle soit passionnée. Mais sur le plan de la corruption, je n'ai pas entendu dire qu'une femme ait été corrompue dans l'exercice de ses fonctions. Vous avez souhaité d'ailleurs faire évoluer le statut de la femme ici au Maroc. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller sur le plan de la polygamie, sur le plan de la répudiation sur simple déclaration, sur le plan de l'autorisation de voyage sans l'autorisation du mari? Nous sommes allés aussi loin qu'on le pouvait. Pour moi, seules les choses interdites formellement par le Coran et la Sunna sont intouchables. Autrement, tout peut être réadapté, car la religion musulmane est une religion qui a beaucoup évolué et qui est évolutive. Mais dans la loi, je veux dire, dans la loi. Dans les faits, j'attends la réponse du Conseil des femmes, puisque j'ai réuni toutes les... Elles doivent chacune me faire parvenir, mais je pense qu'elles vont être, dans leur majorité, si ce n'est leur unanimité, d'accord. Mais on ne peut plus répudier une femme sans que ce soit motivé, et en son absence. La polygamie, je ne peux pas l'interdire, elle est autorisée, mais on y a mis tellement de conditions qu'il faut vraiment être suicidaire pour y aller, ou masochiste. En ce qui concerne la garde des enfants, nous avons vraiment été juste et équitable, quoi. Et il fallait faire ce qu'il fallait. Là, nous n'avons fait que consacrer la libre profession d'une femme qui est consacrée par le Coran et le Hadith depuis que l'islam existe. Au-delà du code de la nationalité, que je ne vais pas non plus vous demander de commenter, vous savez qu'on débat en France de mesures pour réglementer le contrôle et le séjour des étrangers. Bon, cela peut vous concerner, puisqu'il y a 700 000 Marocains qui vivent en France. C'est la troisième communauté en France après les Portugais et les Algériens. Est-ce que vous comprenez que l'Europe cherche à se protéger de l'immigration, ou est-ce que ça vous choque? Pas du tout, ça ne me choque pas. Je comprends que l'Europe se protège de l'immigration, surtout en période de chômage, et surtout lorsque le chômage devient maintenant une sorte de maladie endémique qui ne connaît pas de frontières. Jusqu'à présent, on pensait que certains continents ou certains pays étaient à l'abri de cette nouvelle bactérie, mais malheureusement, des plus pauvres ou plus riches, il y a le chômage. Non, j'estime tout simplement que ce qui empêcherait peut-être, parle du Maroc par exemple, c'est que lorsque les investisseurs viennent pour des PME ou des PMI, qu'il y ait en même temps un transfert de technologie.
Ce serait donc une formation faite chez nous qui empêcherait ceux-là même d'aller en France. Mais de là à accepter que des Marocains, qui ont quand même leur dignité, passent en fraude en France et soient soumis aux lois, et qu'eux-mêmes s'exposent à des vexations prévues par la loi, ou à des capitis diminution, j'ai trop de respect et de fierté pour eux, pour leur dire allez vous faire donner deux gifles ou un coup de pied quelque part. Est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'il soit l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez que eux ne le veulent pas, non. ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, enfin tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, d'abord les Marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. À propos de l'intégrisme, on sait que vous le combattez, ou plutôt vous combattez tous les intégrismes, comme vous dites. J'aimerais vous demander, au fond, quelles sont vos armes? Est-ce que ce sont des armes religieuses, puisque vous êtes le prince des croyants et qu'au fond, vous pouvez dire il n'y a pas plus musulman que moi? Ou est-ce que ce sont des armes de développement économique, précisément celles dont vous parliez à l'instant? Il se trouve que pour le Maroc, il n'y a pas que les armes conventionnelles. Il y a cette arme très importante qui est constituée par le fait que le roi est l'émir des croyants. Mais ce n'est pas suffisant. Les causes de l'intégrisme ne sont pas nombreuses, mais elles sont très dangereuses. Il y a d'abord une trop grande tendance vers la laïcité ou une tendance à oublier qu'on est musulman. On l'a vu dans certains pays musulmans. Ça a amené l'intégrisme. Le parti unique aussi engendre souvent l'intégrisme. Car, il faut dire une chose, les partis politiques européens classiques, en dehors de l'idéologie qui n'ont plus depuis que le marxisme n'existe plus, il n'y a pas de parti politique qui est une idéologie, il y a un programme. Mais je ne connais pas une idéologie de parti. Par contre, pour ceux qui sont musulmans, l'islam est un merveilleux programme idéologique, pour peu qu'il le transforme à la sauce politique, et nous voilà dans l'intégrisme. Donc le parti unique est une des raisons particulières et particulièrement dangereux pour l'intégrisme. En fait, il crée l'intégrisme. Alors, donc le Maroc résiste bien à l'intégrisme. C'est pas le cas de votre voisin l'Algérie. Au fait, vous en êtes où dans vos relations avec l'Algérie? Mais je vais vous dire une chose, et je le dis en toute sincérité, et j'espère que cette sincérité sera perçue. L'un des jours les moins heureux de ma vie de responsable est celui d'hier. Hier, si nous avions été dans les normes historiques de la fraternité, eh bien, nous aurions, le président Ali Kafi et moi, donné tous les deux le coup de pioche en même temps pour le gazoduc maghrébin, euro-maghrébin. Je me vois, moi, du côté algérien de la frontière, le président Ali Kafi du côté marocain de la frontière, lui creusant dans le sol marocain et moi creusant dans le sol algérien. Ça devait se faire? Je le regrette. Je regrette que ça ne peut plus se faire. Et pourquoi? À mon avis, quand il y a des scènes de ménage, parce qu'entre l'Algérie et le Maroc, c'est des scènes de ménage, elles sont bruyantes, elles sont passionnées. Dans les scènes de ménage, il ne faut jamais faire la comptabilité de pourquoi tu m'as fait, je t'ai fait. Je pense qu'il est temps de revenir au statu quo ante, c'est-à-dire à la fraternité. Et je tiens absolument à dire que pour l'Algérie, je ne veux ni l'intégrisme, ni le fils, ni quoi que ce soit. Je lui souhaite de l'ordre, de la prospérité et de la stabilité. C'est tout autant de gagner pour le Maroc et pour nos voisins. Alors, on dit souvent le Maroc est à l'Europe, je ne sais pas si c'est un cliché, mais est-ce que le Mexique est aux États-Unis? Au fond, c'est une façon de vous demander si votre avenir est en Afrique et dans le Maghreb, ou est-ce qu'il est dans un lien de plus en plus fort avec l'Europe, et justement, quel type de lien souhaitez-vous avec l'Europe? Je pense que
Le Maroc, d'abord, est un pays remarquable. Il y a des points remarquables. Et parmi ces points remarquables, il y a, à l'ouverture de la Mare Nostrum, une porte dont l'un des battants se trouve être le Maroc. Donc, on ne peut pas ne pas le remarquer. Ceci a entraîné beaucoup de convoitises. C'est pour ça que nous avons toujours guerroyé pour notre indépendance. Mais enfin, je passe à côté. Pardon, quand vous dites la Mare Nostrum, c'est bien la volonté de dire que la Méditerranée baigne un certain nombre de pays qui ont donc en commun le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique, un avenir commun. Vous le dites vous-même dans votre formulation. Un avenir commun. Naturellement, il serait difficile de définir d'une façon précise quels devront être ces liens, tant dans leur nature que dans leur intensité. C'est-à-dire que je souhaite qu'ils deviennent forts au fur et à mesure que l'Europe et le Maroc deviendront forts. Donc qu'ils soient modulables et parfaitement applicables à la situation des uns et des autres. Un partenariat en somme. Je ne veux pas être traîné en remorque. Je veux un partenariat. Car si je ne veux pas d'assistance, car ça me rendrait paresseux, et en plus, nous sommes un pays fier et capable de faire quelque chose. Un partenariat bien étudié, bien décidé, je pense, serait quelque chose d'important. Alors, un des critères d'intégration à l'Europe, vous le savez, c'est l'état des droits de l'homme dans les différents pays. Alors, le préambule de la Constitution marocaine se réfère explicitement à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez créé vous-même un conseil consultatif des droits de l'homme où sont associés des ministres, des syndicats, des représentants de tous les partis, des personnalités de tous les bords. Et la communauté internationale reconnaît avec beaucoup de satisfaction des changements importants qui ont eu lieu au Maroc, notamment depuis 2 ans. Est-ce que, pour vous, aujourd'hui, l'instauration d'un État de droit au Maroc est un processus irréversible? Non seulement c'est un processus irréversible, mais à mon avis, plus on donne de liberté, plus il faut que ces libertés soient respectées. Or, de nos jours, avec la mauvaise éducation, avec la criminalité, avec la drogue, avec le relâchement de la famille, nous donnons naissance tous les jours à des destructeurs de la société plus qu'à des constructeurs. Or, cette société de droit doit vivre et survivre. Et c'est pour cela que plus le Maroc deviendra une société de droit, plus il devra être vigilant à se maintenir dans la société de droit. Alors, le dernier rapport d'Amnesty International du mois dernier chiffre encore à des centaines le nombre des disparus dont les familles sont aujourd'hui sans nouvelles. Ce rapport vous demande solennellement de les libérer. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Amnesty? D'abord, je vais dire à Amnesty International que c'est une vieille boîte complètement défraîchie, qui ne sert plus à rien. Elle a été créée par un Irlandais aigri, et puis par la suite, elle est prise en main par des mouvements gauchisants, jusqu'à ce que la Russie à Helsinki fasse le marchandage avec le président Carter sur les droits de l'homme. Et Amnesty International a servi de cheval de Troie dans cette affaire. Or, Amnesty International n'est sacré par personne, n'a reçu le baptême de personne, aucune bonne ou mauvaise fée n'était au-dessus de son berceau lorsqu'elle est née. Je ne vois pas ce qu'elle vient faire en mettant le nez dans nos affaires. C'est une ONG reconnue internationale par tous les pays, puisqu'elle a dénoncé les tortures et les exactions dans tous les pays, y compris dans les pays communistes. Pour moi, elle n'est plus respectable à partir du moment où elle ment. Je suis prêt à accepter qu'elle me fasse un procès si ce que je dis est faux. J'accepte le procès, mon pays accepte le procès. Mais qu'elle vienne prouver qu'il y a des centaines de détenus. Qu'elle vienne le prouver. Vous dites aujourd'hui qu'on vienne chez moi. Qu'elle vienne le prouver, qu'elle amène avec elle tous les avocats du monde. Mais si par contre il s'avère qu'elle a raconté des histoires depuis des années, alors là, il faut qu'elle-même se dise qu'on pourrait lui demander des sanctions. Il y a un comité des droits de l'homme aux Nations Unies qui, en 90, s'est intéressé au Maroc et a demandé où étaient Tazmamart et Kalat Mgouna, qui étaient des centres c'est un centre de détention. De tourisme, madame. De tourisme. Oui, c'est la capitale des roses. Tazmamart, oui, existait effectivement. Il y avait à Kalat Mgouna, d'après ce rapport des Nations Unies, un centre de détention secret. Ah mon Dieu, Kalat Mgouna, c'est la capitale des roses. Ils connaissent mal la géographie du Maroc. Il peut y avoir des centres de détention dans des lieux qui sont prévus de tourisme. Non, c'est pas possible. Et alors, justement, quand ils ont demandé où était Tazmamart,
les autorités marocaines ont répondu que ce centre de détention ne figurait pas sur les listes justement du ministère de l'Intérieur. Or, depuis, Tazmamart a été rasé. Alors, ils sont allés voir. C'est la limite pour justement à venir voir chez vous. Oui, parce que vraiment, Tazmamart n'avait, je ne dirais pas qu'il n'avait pas d'objet. Il avait une existence et un objet. Tazmamart n'ayant plus d'objet, les gens y étant relaxés, nous n'avons rien à faire de cette vieille bâtisse, nous l'avons rasée, tout simplement. Ce n'était pas pour mettre de la poussière sous le tapis, mais elle devenait inutile. Dans le cadre nouveau, alors nous l'avons rasée. Un mot, puisque vous souhaitez justement, vous dites nous sommes mûrs pour la démocratie, aujourd'hui il faut que tout soit transparent. Un mot pour terminer justement sur ce passé dur, sur les tortures, qu'elles ont été dénoncées ici. Le monde entier a vu sortir les frères Bourekat, cassés, précisément après 18 ans passés au bagne de Tazmamart. On a vu sortir Abraham Serfati de prison. Après 18 ans passés, d'ailleurs, le hasard veut qu'il publie un livre la semaine prochaine avec sa femme Christine sur son autobiographie. J'ai rencontré moi-même à Paris un fils d'un disparu le disparu s'appelle Belkacem Ouzane, qui a disparu il y a 20 ans, le jour même de sa libération par le tribunal militaire dans au siège de la prison de Kénitra. Est-ce que vous dites aujourd'hui, il y a 20 ans, cet homme... Il y a 20 ans, il n'y avait pas de procès au tribunal militaire. Il y a 20 ans, nous sommes en 97. Nous sommes en 93. C'était 73. En 73, cet homme a disparu, plus personne n'a sa trace. Les disparus au Maroc, ça a existé selon des rapports précisément que vous contestiez à l'instant. Mais est-ce que vous dites en tout cas pour l'avenir, plus jamais ça pour mon pays? Je dis plus jamais ça, mais je dis surtout plus jamais une partie infime de ça, car le reste, je le conteste, sur le plan du nombre. Je ne conteste pas le fait que, mais de là qu'on fasse du détail, qu'on ne passe pas au semi-grossiste, mais on passe au grossiste, je ne suis pas un grossiste des détenteurs. C'est-à-dire, vous dites, il y a eu des exactions, mais pas autant qu'on le dit. Oui, mais pas autant qu'on dit. Et vous-même, pour le cas de ce garçon dont vous me parliez, madame, pour vous faire plaisir et pour vous convaincre, nous sommes prêts à ouvrir avec vous un dossier quand vous aurez le temps. Vous n'avez qu'à nous donner tous les éléments. Je serai très heureux que vous vous trompiez, car ça vous ferait plaisir. J'aimerais beaucoup. Mais je serai malheureux que vous ayez raison, et je vous le dirai si vous avez raison. Alors, dans votre livre, où Éric Laurent vous interroge précisément là-dessus, et sur des conditions de détention très dures, notamment à Tazmamart, et vous répondez « Je n'ai pas à surveiller l'intendance des lieux de détention ». Effectivement. Quand vous avez eu connaissance de l'intendance, est-ce que vous avez pris les sanctions contre ceux qui ont torturé dans ce pays? Immédiatement. Il n'y avait pas de torture, madame. Ça, je puis vous assurer qu'il n'y en avait pas. Mais immédiatement, j'ai donné des instructions et je n'étais pas au courant. À Majesté, tout de suite, les négociations israélo-arabes. Une phase s'est terminée cette semaine, sans visiblement déboucher sur un texte commun. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde se parle, mais que la paix n'avance pas. Vous avez pris conscience du problème depuis longtemps, dès 56. Depuis 15 ans, vous n'avez pas ménagé vos efforts pour la paix. Qu'est-ce que vous pourriez prendre comme initiative aujourd'hui? Est-ce que ce ne serait pas le moment, d'ailleurs? L'initiative dans ce domaine ne pourrait être que matérielle. Sous forme de papier, de projet. Non. J'imaginais une invitation à Rabin et à Arafat de venir ici à Rabat. Je ne l'exclus pas, mais le moment n'est pas mûr. Ceci dit, je suis extrêmement inquiet parce que d'un côté, on a l'impression que on donne d'une main et qu'on reprend d'une autre. D'un autre côté, la centrale palestinienne qui est l'OLP et dont en réalité, c'est elle qui négocie à Washington. Elle se trouve en état de débordement par une autre centrale de résistance palestinienne, elle, radicale, n'étant aucune négociation, étant pour la manière forte, pour le combat. Je crains que si cette atmosphère demeurait, une atmosphère d'hésitation de la part des Israéliens et une atmosphère de suspicion de la part des Palestiniens. Je crains que, comme dans beaucoup de cas, les espoirs suscités n'aient une réaction très négative sur l'avenir. C'est-à-dire que ce que je sais, ce matin, je me suis attaché un petit peu à l'actualité. Comme vous le savez,
les Américains ont remis un papier aux Israéliens et aux Palestiniens en leur disant, écoutez, les Palestiniens ont refusé ce papier en considérant que ce papier n'était pas équitable, car il donnait tout aux Israéliens et rien aux Palestiniens. Ils l'ont dit aux Américains. Et les Américains l'ont dit, bon, nous allons refaire un autre papier. Nous allons refaire un autre papier, même s'il faut attendre et retarder un peu la clôture des négociations. Voilà les nouvelles que j'ai ce matin. On a beaucoup espéré de ces négociations et on a l'impression qu'elles s'enlisent phase après phase. Dans l'affaire de ces négociations, il y a deux éléments qu'il faut apprécier. Les résultats doivent être obtenus le plus tôt possible. Ça, je jouerai le court terme. Les fruits bénéfiques sont dans le moyen et le long terme. Mais il faut faire la moisson maintenant. La moisson doit être faite maintenant. La cueillette doit être faite maintenant. Notamment parce que vous craignez justement des éléments de déstabilisation à l'intérieur de la centrale palestinienne. Oui, et puis même dans les territoires occupés. Un changement de ton. Radicalisation. Intégriste peut-être aussi. Intégriste, et puis, vous voyez, si on vient faire le nombre de morts civils qu'il y a eu en territoire occupé depuis l'arrivée des travaillistes maintenant, jusqu'à maintenant, est supérieur à ce qu'on a vu du temps de Shamir. Le statut de Jérusalem aujourd'hui, ou plutôt demain, comment le voyez-vous? Comment était le statut de Jérusalem avant l'occupation de la guerre de 67? Jérusalem, il y avait une partie entre les mains des Israéliens, une partie entre les mains des Jordaniens, y compris les lieux saints musulmans et chrétiens, comme ça l'a été depuis des siècles. Et lorsqu'il y a eu la guerre de 67, il y a eu occupation totale de Jérusalem. Dans le statut intérieur, il n'y avait pas possibilité aux Israéliens d'accéder à leur propre lieu saint. Bon. Les Arabes et les musulmans, parce que dans cette affaire-là, il n'y a pas que les Arabes, c'est tous les musulmans. C'est une affaire religieuse. C'est comme exactement qu'il s'agit, pour le mur de la lamentation, par exemple, il ne s'agit pas de ceux qui sont in situ, mais il s'agit de tous ceux qui ont embrassé la religion hébraïque. C'est leur lieu à eux. Nous ne demandons pas, nous, les lieux hébraïques, les lieux saints. Nous demandons tout simplement que les lieux musulmans nous reviennent, qu'on puisse les entretenir, les restaurer, y assurer la prière et le culte. C'est tout ce que nous demandons. Avec une souveraineté diplomatique. Le Jérusalem qui est à nous. Bon. Une fois qu'on nous dira autre chose, on verra. Je pense que le statut hanté sera difficile à atteindre. Je pense qu'il faut absolument se dire que ce qui a été pris par la violence ne saurait être considéré comme définitif. Or, les parties musulmanes de Quds doivent nous revenir. C'est le minimum que l'on nous doit. Je remarque que dans ce que vous dites, vous délimitez le périmètre à celui des... Le Quds Sharif. Pour nous, le shérif, c'est des lieux religieux. Le Quds Sharif, c'est là où il y a les lieux religieux musulmans. Ça, on ne peut pas ne pas nous les rendre. Majesté, vous régnez depuis 32 ans avec des tourmentes, des difficultés. On a parlé aujourd'hui de votre volonté d'édifier un État de droit aujourd'hui au Maroc. Vous croyez que ce sera plus facile pour votre fils, le prince héritier, Sidi Mohamed? Je ne lui souhaite pas que ce soit facile. Parce que si c'est facile, c'est qu'on n'a pas besoin de lui. Je souhaite que ce soit difficile, car ça prouvera qu'on aura toujours besoin de cette monarchie pour être le premier ouvrier du royaume.